La prochaine question, c'est justement qu'est-ce qu'un antibiotique? Et donc qu'est-ce qu'un antibiotique aussi universel? Pouvez-vous nous l'expliquer? Pour mieux appréhender la suite de l'interview de Monsieur le professeur Untonji, voici quelques rappels sur les antibiotiques. Qu'est-ce qu'un antibiotique? C'est un composé naturel synthétisé par une bactérie dans le but de repousser les attaques d'une autre bactérie. Il existe des antibiotiques dits de synthèse. Que font les antibiotiques? Ils détruisent les bactéries. On parle d'antibiotiques bactéricides. D'autres antibiotiques bloquent la multiplication des bactéries. On parle d'antibiotiques bactériostatiques. Certains antibiotiques agissent sur plusieurs bactéries. Leur spectre d'action est large, tandis que d'autres n'agissent que contre un type bien précis de bactéries. Leur spectre d'action est étroit. Comment fonctionnent les antibiotiques? Les antibiotiques ont 3 cibles. La première cible est la synthèse de la paroi bactérienne. La paroi bactérienne est composée de peptidoglycanes et c'est la synthèse de ce composé qui est bloquée. Deuxième cible, la synthèse de l'ADN. Certains antibiotiques inhibent la transcription et la réplication de l'ADN. Troisième cible, l'inhibition de la synthèse protéique. Les antibiotiques se fixent préférentiellement sur le ribosome. Les antibiotiques sont classés en plusieurs familles. Les antibiotiques universels appartiennent à 2 familles, la famille des macrolides et celle des tétracyclines. Voilà, alors, un antibiotique, et c'est très très important d'insister là-dessus, un antibiotique c'est une arme chimique, c'est toujours d'origine bactérienne à l'origine. Donc c'est une arme chimique créée par des bactéries dans le but d'éloigner d'elle d'autres bactéries qui pourraient lui nuire. Donc c'est la première définition fondamentale. Et donc, c'est une stratégie qui permet à la bactérie de créer sa petite niche et de vivre dedans sans être embêté par les bactéries voisines. Et alors, l'humain a dit, ah ben chic, c'est très bien. Nous allons les copier en faisant des synthèses ou en prenant les antibiotiques naturels, en les modifiant un petit peu, nous allons les copier pour fournir des armes pour nous, les humains, à notre service, pour lutter contre les infections bactériennes qui sont nombreuses. Donc la logique, c'est de copier les bactéries pour faire mieux, ou au moins aussi bien que les bactéries. Et donc voilà, première définition. Et donc finalement, ça veut dire que, en copiant ça, on a constaté qu'il y a plusieurs catégories d'antibiotiques, mais à ce stade-là, on peut parler que d'antibiotiques antibactériens. C'est ça qui est le plus important. Et donc, ça veut dire que ça va jouer sur les bactéries directement, à plusieurs niveaux. Ça peut bloquer leur métabolisme, ça peut détruire la membrane de la bactérie, ça peut empêcher la synthèse des acides nucléiques de la bactérie pour bloquer sa division et sa multiplication. Voilà. Donc voilà en gros la définition d'un antibiotique généralement. Maintenant, un antibiotique universel, eh bien, ils sont de 3 types. Les antibiotiques universels ne s'intéressent qu'à un seul objet dans le corps humain, c'est à l'usine, à la centrale du corps, qui est le ribosome. Donc, eux sont très spécialisés. Et donc, il y en a 2 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons découvert donc le 3e type d'antibiotique universel. Le premier type, c'est, par définition, les antibiotiques universels doivent se lier à des cibles universelles dans toutes les cellules du monde vivant. C'est ça la définition. Donc je vais définir rapidement les 2 types que nous connaissions et encore plus rapidement le type dont on vient de parler, qui est l'assaut. Les antibiotiques
universel, le type 1 se fixe sur un site universellement conservé dans tout le règne vivant, qu'on appelle les tétracyclines. Le type 1, sur le ribosome, il y a l'endroit où on entre pour participer à l'activité de synthèse des protéines. L'endroit où on entre, c'est le site d'entrée. Les tétracyclines vont aller se fixer sur le site d'entrée pour empêcher le tRNA qui veut entrer, qui est chargé d'un acide aminé qu'on veut mettre dans la chaîne. Les tétracyclines s'installent sur le site et l'empêchent de rentrer. Il y a donc une compétition entre l'antibiotique et l'acide aminé qui vient se mettre dans la chaîne, il ne pourra pas. Ce site-là, c'est un truc qui soit le même partout dans le vivant, parce que dans le vivant, le ribosome, il se ressemble beaucoup, c'est la même structure. Il peut être plus ou moins gros selon les organismes eucaryotes, mais même fonctionnement. Donc la plateforme est la même. Du coup, si vous avez un antibiotique comme tétracycline, il joue sur tout le règne du vivant pour empêcher la synthèse des protéines sur tout le règne du vivant. Le site 2, les antibiotiques de type 2 se fixent sur un autre site qui est, pareil, un site qui est conservé universellement. Dans le monde vivant, toutes les protéines, l'hémoglobine du cheval et de l'humain et du zèbre, c'est de la même taille. L'hémoglobine les protéines qui permettent de faire des choses entre la fourmi et l'éléphant, la protéine P53, oui, la protéine P53 serait la même. Donc ça veut dire que quand on les fabrique sur les ribosomes de la fourmi ou de l'éléphant, le tunnel par lequel ça sort la protéine pour aller se replier et servir dans le cytoplasme, le tunnel doit avoir la même taille. Si les protéines ont la même taille, les acides aminés sont les mêmes, les 20 partout dans le monde, chez la fourmi et chez l'éléphant. Le tunnel de sortie des protéines est donc à la même taille exactement. Si vous prenez un antibiotique comme l'azithromycine, qui est un macrolide, c'est un antibiotique universel de type 2, parce qu'il se fixe sur le tunnel qui est le même dans tous les règnes du vivant. C'est le type 2. Eh bien, l'acteur qu'on ne connaissait pas, quand on a dit que c'est un ribozyme, que le ribosome est un ribozyme, et que la catalyse se fait sans protéines, l'acteur qu'on ne connaissait pas, c'est lui qui est l'acteur qui définit maintenant le type 3, parce que s'il existe un troisième acteur sur les ribosomes, et que cet acteur est conservé dans tout le règne vivant, dans les bactéries, nous avons démontré que c'était BL12. Dans les archéobactéries, nous avons dit qu'il y a exactement la même EL42 dans les archéobactéries. Dans les petits eucaryotes comme la levure, c'est la même chose aussi. Donc nous avons défini un nouveau site universel qui est EL42, la navette Lasso, EL42, la navette Lasso BL12, son équivalent, qui sont maintenant la cible. Et c'est donc la meilleure cible parce que comme c'est le cœur du réacteur, le cœur catalytique, si vous bloquez ici, vous bloquez tout le monde. Si quelqu'un a le cancer et que son truc va trop vite, même la protéine P53 qui est fabriquée, c'est EL42 qui la fabrique. Parce que EL42 se fabrique elle-même et fabrique le P53. Donc, si il y a un dysfonctionnement du ribosome et que c'est au niveau de... On fait trop de synthèse, donc la cellule est malade et la cellule se divise trop vite et il n'y a plus de programmation de la mort cellulaire programmée, l'apoptose, pour contrôler un peu les flux, eh bien, il y a trop de cellules, on forme un amas, on forme une tumeur solide, c'est un cancer. Eh bien, ici, si vous bloquez le cœur catalytique, vous êtes beaucoup plus efficace que si vous bloquez la plateforme ou le tunnel de sortie. Évidemment, vous agissez directement au cœur catalytique. Mais puisque nous avons dit que BL12 et EL42 fonctionnent selon le même mode de l'assaut, si quelqu'un est malade, vous le soignez avec un antibiotique universel et vous n'avez aucun problème. Mais aucun. C'est ça la découverte majeure que nous avons faite. Voilà. Vous nous avez parlé donc des cancers. Oui.
Et donc dans le titre de votre livre, vous dites que le ribosome peut être une cible thérapeutique Oui, pour soigner les cancers. oui, Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, si vous... oui, oui. En réalité, je vais commencer par une anecdote. Chaque fois que je parle à des collègues, même des collègues scientifiques, même des médecins, et de nos travaux, ils disent: ah bon, vous avez trouvé quelque chose? Ah ben, c'est très intéressant. Mais vous avez trouvé quelque chose contre quel cancer? Et ils disent: vous avez trouvé quelque chose contre quel cancer, hein? Et je dis: pourquoi, pourquoi vous me posez cette question? Et les collègues me répondent: oui, mais d'accord, mais parce que on nous a toujours dit il n'y a aucun cancer qui ressemble à un autre cancer. Tous les cancers sont différents. Et donc, du coup, quand on fait une approche de recherche de thérapie contre le cancer, il faut chercher spécifiquement contre chaque cancer. Si une femme dit qu'elle a un cancer des ovaires, on va trouver un truc contre ce cancer-là. Si quelqu'un dit qu'il a un cancer du col de l'utérus, on va aller voir. Et si quelqu'un dit qu'il a un cancer des poumons, des reins, etc., on va regarder. Ce sont mes collègues qui me répondent ça. Et je dis: écoutez, non. Nous, en tant que chercheurs, nous sommes partis du principe simple et que tout humain peut comprendre. Nous sommes partis du principe que si la définition du cancer, c'est que c'est un dérèglement, dysfonctionnement de la multiplication des cellules, que les cellules se mettent à se multiplier beaucoup trop vite. Et donc, parce qu'il n'y a plus de contrôle de la multiplication, lorsqu'il y en a trop, ça forme des amas et c'est donc naturel qu'effectivement il y ait une survenue de cancer. Mais si le principe est le même, tous les cancers doivent avoir le même acteur qui favorise la multiplication déréglée. Ça paraît logique. Donc finalement, nous allons considérer que tous les cancers doivent avoir le même acteur, et c'est cet acteur que nous allons rechercher, et en le recherchant, nous allons, si nous le trouvons, nous allons trouver une thérapie contre tous les cancers, et c'est ce qui se passe, c'est EL42 qui est responsable, et donc nous avons défini un cercle, hein, de tous les acteurs majeurs du cancer, et parmi ces acteurs-là, l'agent anticancéreux numéro 1, c'est la protéine P53, qu'on appelle suppresseur de tumeur. Et cette protéine-là, quand elle est active, eh bien, la personne ne peut pas avoir un cancer si elle a une protéine P53 active et pleinement active. Ensuite, il y a la protéine EL42, dont je vous ai parlé en disant que c'est une cible très intéressante, parce que la protéine EL42, elle empêche la protéine P53 de faire son rôle. Et enfin, il y a une troisième protéine qui s'appelle MDM2, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, mais en tout cas, MDM2 est une protéine qui favorise le cancer, EL42 favorise le cancer, et P53 empêche le cancer. Donc, le cancer est provoqué par trois acteurs, enfin, le cancer est concerné par trois acteurs, dont deux sont considérés comme des acteurs promoteurs de cancer, et un seul est l'acteur P53 qui est suppresseur de cancer et suppresseur de tumeurs. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous allons conclure l'interview. Je vais vous poser donc trois dernières questions. La première, donc c'est: est-ce qu'il y a des questions qui restent pour vous des énigmes en biochimie et que les générations futures devront approfondir? Oui, il reste, on va dire malheureusement, il reste malheureusement de très très nombreuses questions en santé, dans l'environnement, dans l'alimentation, etc. Et il reste beaucoup de questions auxquelles les biochimistes pourront répondre.
Euh, et ces très nombreuses questions, j'en prends une au hasard comme ça pour essayer de cadrer un petit peu. Par exemple, une maladie comme l'autisme est une maladie dont on sait très peu de choses, et pourtant c'est une maladie qui est quand même un problème de santé publique, parce que les familles sont très très malheureuses, les enfants concernés, les autistes, sont des personnes qui ont un mal-être évident. Et donc, ces questions-là, les biochimistes peuvent y répondre par la biologie moléculaire, par des outils de biologie moléculaire ou de génétique. Euh, Si j'étais un jeune chercheur aujourd'hui, je serais très très intéressé à essayer d'aller le plus loin possible pour comprendre comment ça se Et passe. donc la toute dernière question, donc c'est directement en rapport avec la chaîne, c'est en quoi est-ce important de parler de science au grand public? Alors, c'est vraiment très 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 important, à mon sens, de parler de science au grand public, parce que les connaissances scientifiques, les connaissances en général, mais les connaissances scientifiques en particulier, augmentent, relèvent le niveau des populations dans une société. Et quand les populations sont informées de certains faits scientifiques, de certaines évolutions scientifiques dans la société, ces populations peuvent en profiter pour être en meilleure santé. S'ils ont des connaissances, si les populations ont des connaissances, si elles ont des connaissances, elles pourront profiter pour avoir une meilleure santé et comprendre mieux les discours que peuvent leur tenir leurs médecins, leurs soignants, etc. Parce que beaucoup de personnes se plaignent que leur médecin tient un discours totalement incompréhensible et que, par exemple, quand on va sur Internet, on a des informations qui sont totalement contradictoires, on ne sait pas trop. Donc, relever le niveau de connaissance de la société, c'est très, très intéressant pour, individuellement pour chacun de nous, mais collectivement pour la société entière. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Mm. Avec grand plaisir. C'était très, très intéressant.